Mais tout d'abord, Camille Baron nous a rejoint. Bonjour à vous Camille. On va revenir en détail avec vous sur ce qu'on sait de cette libération et de ces deux Américaines. Rappelez-nous Camille, justement, comment ça s'était passé pour elles. C'était un enlèvement dès le 7 octobre. Hein. Oui, tout à fait. Déjà, je voudrais vous montrer cette photo. Donc, on les voit, il y a Judith Taïr-Hanan, 59 ans, et donc sa fille, Nathalie Ranan, que vous voyez, 17 ans, que vous voyez donc sur cette photo, qui a été prise et fournie par l'armée israélienne, prise au moment de leur libération. Et donc, on va revenir sur le déroulement de cette opération. Alors, d'abord, elles ont été enlevées ici, au kibbutz de Nahal Oz. C'est en fait un village agricole juste à côté de la bande de Gaza. Et elles étaient à cet endroit-là pour l'anniversaire de la mère de Judith, donc de la grand-mère de Nathalie, puisqu'elles vivent normalement à Chicago. Alors elles ont été enlevées, vous l'avez dit, le 7 octobre. On ne sait pas encore à ce stade où exactement elles ont été retenues dans la bande de Gaza en otage donc pendant 13 jours. Mais ce qu'on sait, c'est que selon le journal The Guardian, elles ont été amenées par le Hamas jusqu'à Rafah, un poste frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. Et c'est ici qu'a pu avoir lieu leur libération. Alors elles ont été accueillies par le Comité international de la Croix-Rouge, qui a donc participé en transportant les otages de Gaza en Israël, et puis également donc par les forces israéliennes. Et j'aimerais du coup vous remontrer cette photo, puisque celui qui tient la main de Nathalie et de Judith, c'est Gal Hirsch, c'est le coordinateur israélien des otages. C'est en fait un ancien général de l'armée israélienne qui a été nommé pour gérer cette question par Benyamin Netanyahou. Alors selon les informations que nous avons, elles ont aussi été amenées ensuite dans le centre du pays, en passant donc par Rafah vers une base militaire israélienne où les attendait leur famille, qui a été prévenue. Et puis on sait aussi qu'elles sont passées par Jérusalem, et c'est la photo que vous avez montrée tout à l'heure. Elles sont en fait ici à l'ambassade américaine en train d'appeler le président américain Joe Biden. Alors elles vont rejoindre dans les prochaines heures, les prochains jours peut-être, les États-Unis où elles habitent, mais elles vont d'abord être interrogées par les services secrets israéliens, les renseignements israéliens. Ils vont leur poser des questions bien sûr sur leur captivité, sur ce dont elles se souviennent, parce que ça pourrait être des informations extrêmement précieuses pour peut-être pouvoir ensuite retrouver d'autres otages. Bien entendu. Et ce qui est très important aussi dans cette histoire, c'est de comprendre comment cette libération a été rendue possible, Camille, au niveau diplomatique. Comment justement cela s'est fait en coulisses? Eh bien, selon toutes les parties appliquées, ça a été grâce à un autre État, grâce à la médiation du Qatar, qui après des jours de discussions, de négociations, a pu aider à obtenir cette libération. Car on le rappelle, le Qatar est proche du Hamas, il le finance, c'est estimé à 30 millions de dollars par mois. Alors ce rôle du Qatar a été confirmé par les États-Unis, par la France également, et puis par le Hamas lui-même. Je cite, « Cette mesure fait suite aux efforts déployés par le Qatar pour prouver au peuple américain et au monde que les affirmations de Biden et de son administration fasciste contre le groupe sont fausses et sans fondement. » Puisque officiellement, selon le Hamas, cette libération, elle est due à des raisons humanitaires, puisque Judith était en mauvaise santé, mais ça reste aussi bien sûr un acte de communication, de guerre par le Hamas, et ça ne doit donc pas nous faire oublier qu'il reste encore aujourd'hui plus de 200 personnes, 200 otages toujours aux mains du Hamas actuellement. Et on va y revenir dans un instant avec nos envoyés spéciaux sur place en Israël. Bien sûr, l'inquiétude pour les autres otages. Merci beaucoup Camille Baron. Inquiétude, mais tout de même espoir. Alors il y a quand même une caractéristique dans cette libération, Ilana Ferradian, c'est que ce sont deux Américaines. On est intrigué par la présence d'ailleurs de ce médiateur israélien. Ce sont tout de même les États-Unis qui ont œuvré en coulisses. Oui, les États-Unis, c'est le premier médiateur, en tout cas, par rapport à cette situation des otages dans la bande de Gaza. C'est vrai qu'on n'aurait pas pu penser tout de suite que le Hamas aurait libéré 2 Israéliennes d'Israël. Il libère 2 Américaines, c'est très symbolique. Après, comme l'a dit votre journaliste, faut pas oublier, parce que là, c'est un acte de communication clairement du Hamas qui cherche à se réhabiliter après avoir montré son vrai visage au monde, après avoir massacré tous ces civils. Il cherche à se réhabiliter. C'est la stratégie des frères musulmans, c'est la stratégie du Hamas. Et d'ailleurs, je m'étonne quand même un petit peu d'entendre le président Emmanuel Macron et le président américain Joe Biden saluer les efforts du Qatar, sachant que c'est quand même le Qatar qui finance le Hamas en grande partie. Enfin, c'est un jeu un petit peu d'équilibriste, dirais-je. Et c'est un peu étonnant en fait de voir ça, sachant la position du Qatar dans la région. Alors, c'est même plus qu'un jeu d'équilibriste général. Qu'est-ce qui se trame réellement ici? Pourquoi le Qatar travaille à la libération des otages enlevés par le Hamas, qu'il a lui-même financé pendant des années?
Alors sur le financement du Qatar, il faut être un peu plus précis. Il n'a jamais été dit que le Qatar finançait la branche militaire du Hamas. Et le Hamas, effectivement, bénéficie de l'aide générale à la bande de Gaza avec l'autorisation d'Israël qui chaque mois permet que de l'argent soit attribué à la bande de Gaza pour payer notamment les fonctionnaires, sinon parfois la reconstruction. Bon, déjà, il faut pas mélanger les aides financières les unes avec les autres. Ensuite, n'oublions pas que la position du Qatar en général, c'est de soutenir la Palestine. C'est le seul État arabe finalement qui a toujours une position très claire. Elle soutient l'autorité palestinienne, ce qui effectivement lui pose un petit problème. Ensuite, c'est vrai qu'elle soutient les frères musulmans et l'islam politique sans violence, quand on le regarde bien. Alors maintenant, effectivement, quels sont les attendus qu'il y a derrière? C'est très difficile à distinguer. Moi, je dirais que 2 otages sur tant d'otages, ce n'est pas très significatif. Cela arrive après finalement la visite de Joe Biden, donc peut-être qu'il y a un lien. C'est aussi peut-être, alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le Hamas, en disant que cette libération de 2 ressortissants américains montre que le Hamas n'est pas un régime, enfin un mouvement fasciste. C'est peut-être pas un mouvement fasciste, mais c'est souvent un mouvement terroriste. Ça, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Donc c'est une manière peut-être de gagner du temps, de répondre peut-être à quelque chose qu'on lui a offert, et puis finalement c'est une négociation indirecte. Et s'il croit qu'il va arrêter l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, cela m'étonnerait. Oui, est-ce que le Qatar est en train d'essayer d'une façon ou d'une autre de rattraper les erreurs commises par le Hamas le 7 octobre en lançant cette attaque terroriste qui signifie bientôt fort probablement une offensive terrestre? Est-ce qu'il y a justement, s'il y a un jeu d'équilibriste, c'est d'essayer de limiter les conséquences de ce qui a été fait par le Hamas ce jour-là? Oui, même si en réalité je ne suis pas certain qu'on peut rattraper les atrocités qui ont été commises de la même manière que se réhabiliter pour le Hamas, ça ne me semble pas du tout être ni sa volonté ni sa stratégie, d'autant qu'après les atrocités que vous avez rappelées tout à l'heure, c'est difficile d'être réhabilité. En revanche, la réalité de ce à quoi nous assistons, c'est le principe de la réelle politique. J'ai entendu dire depuis les abominations d'il y a 2 semaines qu'on ne négociait pas avec les terroristes. Eh bien, c'est faux, parce que nous négocions tout le temps, partout, quand c'est nécessaire, quand il y a des civils quand c'est la vie de civils qui est en jeu. Donc premièrement, l'enseignement, c'est que oui, on peut négocier. Alors évidemment, alors, attendez, c'est pas l'Israël qui a négocié, ce sont les Américains. Mais c'est un détail qui a son importance. C'est-à-dire que déjà, nous ne reconnaissons pas le Hamas comme étant, et les Palestiniens non plus d'ailleurs, comme étant les représentants légitimes de l'autorité palestinienne, mais ils sont là, et donc le principe de la réelle politique, c'est de discuter avec eux, surtout si on peut faire libérer des otages. Ensuite, sur le rôle du Qatar, finalement, le Qatar a une forme de neutralité diplomatique qui n'est pas une neutralité politique. Neutralité diplomatique parce que c'est vrai, c'est l'un des seuls pays du Moyen-Orient qui parle avec Israël, qui est un allié des États-Unis. Il y a des bases militaires américaines sur place, donc c'est un pays qui, contrairement à l'Arabie Saoudite, n'a pas fait le choix d'un affrontement diplomatique direct avec ce qu'on peut appeler le bloc occidental. En revanche, que ne soyons pas dupes, le Qatar est d'ailleurs apparu dans une affaire de financement, de surfinancement même, je crois, de députés européens au Parlement européen, avec des tentatives d'influencer la politique européenne. Le Qatar n'est pas neutre politiquement, ils défendent une vision de l'islam, qui est une vision de l'islam sunnite. Encore une fois, c'est la réelle politique. J'allais dire, si le Qatar n'était pas là, peut-être n'y aurait-il pas eu ces libérations. Ce qui est certain, c'est que c'est l'un des seuls aujourd'hui en capacité à parler tout autant avec Israël, les États-Unis, qu'avec l'Égypte et le Hamas. Et donc, d'une certaine manière, il faut que... En quelques mots, ils cherchent quoi aujourd'hui? Je ne suis pas certain qu'ils cherchent quelque chose, si ce n'est montrer que leur position d'équilibriste ces dernières années peut, entre guillemets, payer. Mais vous le mentionnez tout à l'heure, ils finançaient aussi le Hamas, donc peut-être un jour répondront-ils de tout cela. Mais dans la situation de crise où nous sommes, le Qatar est un interlocuteur qu'il serait, j'allais dire, tout à fait inapproprié de ne pas solliciter, et sur lequel il faut compter, heureusement.